Bonjour, bienvenue à tous pour cette toute nouvelle vidéo, avec cette toute nouvelle histoire. Imaginez, une banque, des otages, des braqueurs prêts à tout. Et une pizza. Oui, vous avez bien entendu. 4 individus masqués font irruption dans un établissement bancaire, arme à la main. Les employés sont pris en otage, la police encercle le bâtiment. L'ambiance est électrique. Après des heures de négociations tendues, les braqueurs lâchent une bombe, ils veulent une pizza, et vite. La police, prise au dépourvu, accède à leur requête. Mais au moment où la livraison arrive, les bandits coupent toute communication. Les forces de l'ordre décident alors de passer à l'action. L'assaut est donné. Mais à l'intérieur, c'est le choc. Les otages sont indemnes, mais le coffre-fort a disparu, réduit en cendres. Et ce n'est pas tout, un trou béant a été ouvert dans le sol, comme si la terre avait avalé les braqueurs. Les enquêteurs sont perplexes. Comment les braqueurs ont-ils pu disparaître ainsi? Et surtout, quel rôle ont joué les otages dans cette affaire? Les soupçons se portent sur eux. Auraient-ils été complices dès le début? Plongés au cœur de cette énigme policière hors du commun. Dans cet épisode, nous allons tenter de percer le mystère de cette disparition rocambolesque. Qui sont ces braqueurs? Où sont-ils passés? Et surtout, comment ont-ils pu réaliser un tel exploit? Préparez-vous à être surpris, car cette histoire réserve bien des rebondissements. Vous vous demandez peut-être comment 4 individus ont pu mener à bien un braquage aussi audacieux et parfaitement exécuté? Derrière ce casse du siècle se cache une équipe d'experts, chacun ayant un rôle précis à jouer. À la tête de cette opération, on retrouve Fernando Araújo, le cerveau de l'opération. C'est lui qui a conçu ce plan minutieux, digne des meilleurs scénarios de film. À ses côtés, Sébastien, l'ingénieur, qui a mis au point les outils et les techniques nécessaires pour mener à bien leur entreprise. Alberto de la Torre, malheureusement décédé depuis, était le financier du groupe. C'est grâce à lui que l'opération a pu être financée dans les moindres détails. Et enfin, Luis Silani, qui était l'homme de main de l'équipe. Ces 4 hommes, unis par un but commun, ont réussi à mettre à exécution l'un des plus grands braquages de l'histoire de l'Argentine. Leur intelligence, leur organisation et leur audace ont fait d'eux des légendes dans le milieu criminel. Mais ces 4 hommes n'auraient pu mener à bien leur entreprise sans l'aide de 2 complices, dont les identités sont restées longtemps secrètes. Ces 2 individus, que nous appellerons ici le docteur et le Fanaboy, ont joué un rôle crucial dans le succès de l'opération. Pour faciliter le récit, nous allons donner des surnoms à chacun des membres de cette équipe hors du commun. Comme vous le savez déjà, Fernando est le cerveau de l'opération. Mais saviez-vous que ce génie du crime a un jour consulté un psychiatre? Lors de cette séance, il a confié au docteur son projet fou, braquer la banque de la femme qu'il aimait. Le psychiatre, loin de le dissuader, a semblé intrigué par ce projet démesuré. Les confidences de Fernando à son psychiatre prennent une tournure inattendue. Sous l'influence de la marijuana, qu'il consomme depuis longtemps, il se livre à des révélations surprenantes. En parlant de son désir de braquer une banque, il explique au docteur, c'est parce qu'il a besoin d'argent. Mais lorsqu'il insiste, Fernando précise, non, je n'ai pas besoin d'argent. C'est juste que je suis un artiste dans l'âme. Je veux créer une œuvre d'art, une sorte de chef-d'œuvre du crime. Intrigué par cette déclaration, le docteur demande à Fernando comment il compte s'y prendre. Et c'est là que le cerveau de l'opération révèle tout l'étendue de son génie, je ne sais pas encore. Cette réponse énigmatique laisse le psychiatre perplexe, tout en l'incitant à s'impliquer davantage dans ce projet fou. L'idée de braquer cette banque obsède littéralement Fernando. Il en parle jour et nuit, ses pensées tournent en boucle autour de ce projet fou. Je pense à ça avant de me coucher, après mon réveil, à chaque instant, confie-t-il au docteur. J'ai l'impression que je ne peux plus penser à autre chose. Le psychiatre, touché par l'insistance de son patient, regrette amèrement d'avoir sous-estimé l'ampleur de cette obsession. Il essaie de le raisonner, mais Fernando est déterminé. Il a déjà tout planifié dans sa tête, il sait exactement ce qu'il veut faire et rien ne pourra l'en empêcher. Le docteur, pris au piège de sa propre création, se rend compte qu'il a ouvert une boîte de Pandore. Il est à la fois fasciné et terrifié par l'ampleur du projet de Fernando. Mais il sait aussi qu'il ne peut plus faire marche arrière. Il est désormais complice de ce braquage.
Les rues de la capitale argentine, Buenos Aires, étaient le théâtre d'une préparation méticuleuse. Fernando et son équipe avaient jeté leur dévolu sur la Banco Rio, une institution financière réputée pour ses coffres-forts bien garnis. Après avoir écarté l'option d'un braquage classique, jugé trop risqué et peu rentable, il s'était orienté vers un plan plus audacieux, creuser un tunnel depuis les égouts pour atteindre le trésor de la banque. Cette méthode, bien que complexe, offrait la promesse d'un butin considérable et d'un risque moindre d'être appréhendé. Grâce à une exploration minutieuse des réseaux souterrains de la ville, Fernando avait découvert un ancien tunnel d'égout qui passait directement sous la banque. Avec l'aide de Sébastien, un ingénieur talentueux, il commença à élaborer un plan précis pour percer le coffre-fort. Armés de pioches et de lampes frontales, ils s'enfoncèrent dans les profondeurs de la terre. Chaque coup de pioche les rapprochait de leur objectif, mais aussi du danger. Les murs de béton étaient épais et résistants, mais la moindre erreur pouvait entraîner l'effondrement du tunnel. Pour éviter d'être détectés, ils travaillaient principalement la nuit, profitant de l'obscurité pour dissimuler leurs activités. Ils avaient également prévu un système de ventilation rudimentaire pour évacuer la poussière et les gaz. Sébastien, qui avait initialement des doutes quant à la légalité de leur entreprise, était désormais entièrement investi dans le projet. Il passait des nuits entières à étudier les plans de la banque et à concevoir des outils adaptés aux travaux souterrains. Pendant ce temps, Fernando, toujours aussi déterminé, coordonnait les différentes étapes de l'opération. Il était conscient des risques encourus, mais la perspective d'un butin colossal le motivait à aller de l'avant. Fernando s'enfonça dans les entrailles de la ville, une lueur d'espoir dans le regard. Le tunnel, initialement étroit et sinueux, s'ouvrait sur une vaste galerie circulaire. Un sourire étira ses lèvres, il était parvenu à ses fins. Ce réseau souterrain, véritable labyrinthe urbain, allait être leur sésame vers le trésor de la Banco Rio. Seul, il ne pourrait mener à bien un tel projet. Il avait besoin d'une expertise qu'il ne possédait pas. C'est ainsi qu'il avait sollicité l'aide de Sébastien, un ingénieur dont la maîtrise des mécanismes et des systèmes électroniques était reconnue. Malgré son aversion pour la criminalité, Sébastien avait accepté de se joindre à l'aventure, poussé par un désir de vengeance envers le système bancaire qui avait ruiné sa famille. Ensemble, ils explorèrent méthodiquement les souterrains. Armé d'un mètre ruban, Fernando effectua des relevés précis, tandis que Sébastien analysait les structures et les matériaux. Ils établirent un plan détaillé de leur itinéraire, repérant chaque coude, chaque intersection. Les photos prises discrètement à l'intérieur de la banque complétèrent leurs investigations. Des centaines de coffres-forts s'y trouvaient, une véritable mine d'or enfouie sous leurs pieds. Malgré leurs préparatifs minutieux, il leur manquait encore un élément crucial, le financement. Les outils conçus par Sébastien nécessitaient des matériaux coûteux, et le groupe avait besoin de liquidités pour mener à bien leur entreprise. C'est ainsi que Fernando fit appel au docteur, un mystérieux personnage dont l'identité restait inconnue. Ce dernier avait promis de les mettre en contact avec des individus susceptibles de les aider. Le premier contact fut de Lator, surnommé le financier, un ancien gangster reconverti dans les affaires. Bien que n'ayant pas d'expérience directe dans le vol, de Lator disposait d'un vaste réseau et d'une solide réputation dans le milieu. Séduit par l'audace du projet, il accepta de financer l'opération en échange d'une part du butin. Cependant, le groupe avait encore besoin d'une main-d'œuvre supplémentaire. Le docteur suggéra alors de recruter Louis, un ancien détenu réputé pour sa force et son agilité. Ce dernier avait passé plusieurs années en prison pour des affaires de grand banditisme. Son expérience et sa détermination en faisaient le candidat idéal pour les travaux les plus pénibles. Avec l'arrivée de Louis, le groupe était enfin au complet. Fernando, le cerveau de l'opération, Sébastien, l'ingénieur, de Lator, le financier, et Louis, le bras droit, formaient une équipe redoutable. Ils étaient prêts à affronter les dangers qui les attendaient dans les profondeurs de la banque. Louis dégageait une aura menaçante. Son passé de criminel se lisait dans son regard dur. Il était prêt à en découdre à la moindre provocation, mais Fernando savait qu'il pouvait compter sur son efficacité. Après quelques jours de préparatifs, le groupe au complet, Fernando, Sébastien, de Lator et Louis se sont retrouvés devant l'entrée du tunnel. Les plans de la banque, subtilisés par un contact de Lator, étaient désormais entre leurs mains. Ils indiquaient précisément l'emplacement du coffre-fort et les épaisseurs des murs à percer.
Munis de leurs outils et de leurs générateurs électriques, ils commencèrent à creuser. La tâche était ardue, mais ils travaillaient avec une détermination sans faille. Chaque coup de pioche les rapprochait de leur objectif, et chaque centimètre de terre excavé était une victoire. L'atmosphère était tendue, entrecoupée par le bruit sourd des outils et les échanges tactiques de Fernando et Sébastien. Fernando surveillait attentivement les alentours, guettant le moindre signe d'activité suspecte. Le bruit du forage résonnait sourdement dans les égouts, mais il fallait s'assurer qu'il ne se propageait pas à l'extérieur. Les travaux avançaient lentement, mais sûrement. Un autre problème se posait, les capteurs thermiques et les alarmes de la banque. Pour y remédier, Sébastien avait suggéré d'utiliser des combinaisons isothermes, conçues pour réguler la température corporelle. Ces combinaisons, utilisées par les alpinistes et les spéléologues, étaient censées leur permettre de se déplacer en étant invisibles pour les détecteurs. Fernando avait testé une caméra thermique pour vérifier l'efficacité de ces équipements, mais les résultats étaient mitigés. La frustration commençait à gagner le groupe. Le risque d'échec était élevé, et chaque jour qui passait les mettait en danger d'être découverts. Fernando, le cerveau de l'opération, se creusait la tête pour trouver une solution. Et puis, une idée saugrenue lui vint à l'esprit. Le plan initial consistait en un assaut furtif, en pénétrant dans le coffre-fort par le tunnel souterrain. Mais Fernando, toujours à la recherche d'une solution plus efficace, avait une nouvelle idée en tête. Il proposa de combiner les deux méthodes, creuser le tunnel pour accéder au coffre-fort et organiser une véritable prise d'otages pour couvrir leur fuite. Cette idée radicale enthousiasma le groupe. Ils seraient ainsi à la fois discrets et violents, ce qui maximiserait leurs chances de réussite. L'idée d'une telle opération avait déjà été envisagée par d'autres, comme en témoignait le cas de Khaled Al-Barazi, un braqueur allemand d'origine arabe qui avait vanté quelque chose de similaire dans les années 90. Fernando confia à De La Torre, le financier, le soin de se procurer les armes nécessaires. Grâce à ses contacts dans le milieu, il promit de trouver du matériel spécial, conçu pour une opération aussi délicate. Après un an de travaux acharnés, le tunnel était enfin achevé. Un petit barrage avait été construit à l'intérieur pour permettre aux membres du groupe de se déplacer à bord de petits bateaux pneumatiques. Cette solution ingénieuse leur permettrait de transporter le butin plus rapidement et plus discrètement. L'évacuation avait également fait l'objet de longues discussions. Initialement, ils envisageaient de s'échapper par l'embouchure principale des égouts, mais ils réalisèrent rapidement que la police pourrait facilement bloquer cette sortie. Ils optèrent donc pour une solution plus audacieuse, sortir par une bouche d'égout située à environ 200 mètres de la banque. Cette bouche d'égout donnait directement sur le plancher d'un camion que le financier avait acheté spécialement pour l'occasion. Le groupe se retrouva dans le garage du financier pour modifier le camion. Ils découpèrent une trappe dans le plancher, directement au-dessus de l'ouverture des égouts. Une fois les travaux terminés, le camion serait garé à l'endroit précis, prêt à servir de véhicule d'évasion. Ils se réunirent tous dans l'entrepôt. L'atmosphère était tendue, mais aussi très excitante. Elissa, l'informaticienne qu'ils avaient recrutée, était là, prête à jouer son rôle. Elle avait réussi à pénétrer les systèmes de sécurité de la banque et leur avait fourni des plans détaillés des coffres-forts. Leur objectif était clair, s'introduire dans la banque par un tunnel souterrain et vider les coffres-forts en un temps record. Sébastien, l'ingénieur, avait conçu un outil spécial, un canon hydraulique, capable de percer les parois des coffres en quelques secondes. Le jour J, tout le monde était à son poste. Fernando, le cerveau de l'opération, coordonnait les actions. Louis, le plus impulsif du groupe, était chargé de neutraliser les gardes. Et Sébastien s'apprêtait à mettre en œuvre son plan dans les égouts. Ils avaient choisi une date et une heure précises pour agir. Le 13 janvier 2006, ils pénétrèrent dans le tunnel. Sébastien atteignit rapidement le mur de la banque et commença à percer. Pendant ce temps, à l'intérieur de la banque, Fernando et Louis mettaient leur plan à exécution. Ils neutralisèrent rapidement les gardes et prirent les employés en otage. La police, alertée par l'alarme, encercla rapidement le bâtiment. Mais Fernando avait prévu cette éventualité. Il avait mis en place une diversion pour attirer l'attention des forces de l'ordre. Louis sortirait de la banque avec un otage, créant ainsi une diversion. Il s'approcha de la porte, l'otage en main, comme s'il s'apprêtait à s'enfuir. Mais dès qu'il fut aperçu,
il retourna rapidement à l'intérieur. La police, qui avait déjà encerclé la banque, se concentra sur cette fausse tentative d'évasion. C'était l'occasion parfaite pour les membres du gang de mettre leur plan à exécution. À l'intérieur de la banque, la situation était tendue. Le gardien de la salle de surveillance refusait catégoriquement d'ouvrir la porte, craignant de compromettre l'opération. Louis, déterminé à obtenir sa coopération, prit un employé en otage et le menaça de mort. Mais le gardien resta inflexible. Face à cette impasse, Louis n'eut d'autre choix que de forcer la porte de la salle de surveillance, désarma le gardien et le prit également en otage. Pendant ce temps, à l'extérieur de la banque, la police maintenait le siège. À l'intérieur, Louis, qui avait pris le contrôle des communications, multipliait les demandes exorbitantes, jouant avec les nerfs des forces de l'ordre. « Nous avons braqué la banque, et vous nous avez encerclés plus vite que prévu », lançait-il dans le téléphone. « Nous ne voulons pas de violence, mais si vous continuez comme ça. » Il laissa la menace planer. Pendant ce temps, il observait les forces de l'ordre à travers ses jumelles, évaluant leurs réactions. Il connaissait le commandant des opérations, un homme expérimenté. « Écoute, mon ami, poursuivit-il, adoptant un ton confiant, tu sais très bien que je ne suis pas à mon premier coup. Et tes méthodes, elles ne marchent pas toujours. » Il évoqua ensuite le cas d'un ancien détenu, Tony, pour montrer qu'il connaissait les rouages du milieu. « Arrête de jouer avec le feu, avertissait-il. Demande la libération des otages, et on en reparlera. Puis, avec un air détaché, il raccrocha. Il avait gagné un temps précieux. Pendant ce temps, ses complices s'affairaient à acheminer le butin. Les otages, quant à eux, étaient tenus à l'écart des événements. Louis, en véritable maître manipulateur, avait réussi à semer le doute dans l'esprit des forces de l'ordre. Les 2 heures imparties pour le casse s'écoulèrent plus rapidement que prévu. Les difficultés techniques rencontrées sous terre avaient ralenti leur progression. Malgré cela, ils parvinrent à rassembler un butin considérable. Pour gagner encore plus de temps, Louis décida d'une dernière ruse. Il appela le commandant des opérations et lui annonça leur reddition, mais à une condition, qu'on lui commande une pizza d'un restaurant situé à l'autre bout de la ville. Pendant que la police se chargeait de cette requête absurde, Louis et ses complices profitèrent de ce répit pour acheminer le butin à travers le tunnel. Une fois le butin en sécurité, ils déclenchèrent un faux dispositif explosif à l'entrée du tunnel pour donner l'illusion d'une destruction totale. Puis, ils s'échappèrent à bord de petits bateaux pneumatiques, empruntant le réseau d'égouts jusqu'au camion qui les attendait à l'extérieur. Ils avaient réussi leur coup. L'heure de l'assaut avait sonné. Les forces spéciales, équipées jusqu'aux dents, foncèrent à l'intérieur de la banque. Les otages, ligotés et terrorisés, furent rapidement libérés. Mais les braqueurs avaient disparu, ne laissant aucune trace. Un examen minutieux des lieux révéla un petit orifice dissimulé derrière une commode. Une fausse bombe avait été placée devant, afin de dissuader toute intervention précipitée. Pendant ce temps, les braqueurs fêtaient leur victoire dans leur planque. Le butin, colossal, était étalé sur une grande table, lingots d'or, piastres de billets, pierres précieuses et autres joyeusetés. Ils se partagèrent les richesses, chacun recevant une part proportionnelle à son rôle dans le coup. La police, déroutée, ne comprenait pas comment les braqueurs avaient pu s'échapper si discrètement. Ils passèrent au crible les lieux, interrogeant les otages et les employés, mais en vain. Les braqueurs avaient laissé derrière eux une énigme que les enquêteurs allaient mettre des années à résoudre. Malheureusement pour eux, l'euphorie de la victoire fut de courte durée. Alors qu'ils célébraient leur coup, l'un des braqueurs remarqua l'absence d'une partie du butin. Il s'agissait de plusieurs sacs d'argent qu'il avait soigneusement cachés dans un coffre-fort à son domicile. Confronté, sa femme avoua avoir pris une partie du butin. Une violente dispute éclata alors. Accusée de trahison, la femme justifia son geste en évoquant le désir de sécuriser leur avenir. Mais son mari, furieux, refusa de lui pardonner. Il ne supportait pas d'avoir été trahi de la sorte, surtout par celle qu'il aimait. La confiance rompue, le couple se disputa violemment. Dans un geste désespéré, la femme décida de se venger. Elle se rendit à la police et dénonça son mari. Motivée par la jalousie et le sentiment d'avoir été trahie, elle dévoila le secret de leur forfait. La découverte de cette trahison marqua la fin de leur histoire d'amour.
le rêve de richesse qu'ils avaient tant espéré s'était transformé en cauchemar. Les braqueurs, autrefois unis par un projet commun, étaient désormais divisés par la cupidité et la méfiance. Arrêtés et jugés, les braqueurs furent condamnés à de lourdes peines de prison. Cependant, une grande partie du butin resta introuvable. Il semblait que les braqueurs avaient caché l'argent dans des endroits tellement secrets que même eux ne s'en souvenaient plus. Des rumeurs persistèrent sur la possibilité d'un accord secret entre les autorités et les braqueurs, suggérant que ces derniers avaient obtenu une libération anticipée en échange d'une partie du butin. Quant aux victimes de ce braquage, les clients de la banque, ils furent finalement indemnisés par leur assurance. Cette histoire rocambolesque fit l'objet de nombreux reportages et documentaires, fascinant le public par son audace et son issue inattendue. Les braqueurs, quant à eux, payèrent cher leur cupidité. Leur histoire servit de leçon, démontrant que le crime ne paie jamais. Malgré leur intelligence et leur organisation, ils n'avaient pu échapper à la justice. Et c'est ici que se termine notre histoire. Si vous avez apprécié mon contenu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, à une prochaine fois.